OK, bon, fait que oui, on est de retour à Montréal. Puis moi, j'ai surtout réalisé mon travail dirigé derrière mon ordinateur. Donc, un petit peu plus de mots, moins de photos, mais j'espère que vous allez quand même avoir du plaisir pour les prochaines 20 minutes. Donc, moi, j'ai exploré un peu la question des modes de vie. Et puis, est-ce que... Posez fort, c'est ça, hein? Sinon, c'est... bon, j'y arrive pas, on dirait. Sinon, je vais le faire, je peux le faire à la bonne franquette ici. Je sais pas. Désolée, faut dépendre. Ah, OK. Ouais, c'est ce que je faisais. Écoute, je vais voir si je suis capable. Donc, moi, à la base, j'avais vraiment l'idée de m'ancrer dans un projet de recherche ou de m'associer avec un groupe de recherche existant. L'idée de faire mon travail dirigé toute seule dans mon coin me révulsait. Donc, j'avais envie aussi de contribuer à activer des données qui étaient déjà disponibles. Et c'est ça, je m'intéressais de manière assez large à la mobilité et au mode de vie. Et j'avais donc contacté Sébastien Laure avec ces informations pas du tout claires dans le but de me faire diriger dans une direction qui avait du sens. Voilà, c'est comme ça que j'ai atterri sur ce sujet-là en collaboration avec le groupe Interact. Le contexte était assez favorable pour moi parce que j'avais envie de toucher aux enjeux de mobilité. Je m'inscrivais grâce à ce projet-là et grâce au territoire que j'ai choisi, que je vais expliquer plus tard, dans un contexte justement d'amélioration des conditions de mobilité et des conditions de vie. Et je m'inscrivais aussi dans un contexte où il y avait beaucoup d'intérêt pour les projets d'infrastructure et de manière générale pour les sujets là, liés au choix puis aux transferts modaux. Oh, yes! Donc, juste le groupe Interact, ben, j'imagine que vous êtes relativement familier, mais c'est une collaboration pan-canadienne donc, qui regroupe les universités et instituts de recherche que vous voyez en bas, donc à travers tout le Canada, et qui vise à évaluer l'impact des transformations urbaines sur spécifiquement la santé et l'équité, mais la variété de données qui sont récoltées dans le cadre de leurs enquêtes est assez impressionnante. C'est un terrain de jeu qui est très vaste. Puis moi, j'ai touché une toute petite partie de ce qui était disponible. Donc, les objectifs du groupe Interact, c'est de comprendre le contexte urbain, de mesurer les changements urbains et d'analyser l'impact des interventions urbaines sur l'environnement bâti, sur la qualité de vie, l'équité, la santé, etc. Moi, j'ai travaillé sur la première collecte de données qui a été réalisée au printemps 2018. Il y avait essentiellement 2 questionnaires. Un questionnaire santé qui récoltait toutes sortes d'informations sur les modes de vie, les habitudes de transport et les perceptions du quartier des personnes répondantes et beaucoup d'autres choses. Vous pourrez aller vous amuser sur le site du groupe Interact si vous le souhaitez. Et il y avait aussi le questionnaire Veritas qui était essentiellement en fait, comment je l'explique quand je parle à mes amis qui me demandent sur quoi je travaille? Je leur dis qu'essentiellement, les personnes ont reçu un iPad avec une carte, puis ils ont été invités à identifier tous les lieux qu'ils fréquentaient sur une base mensuelle, avec un niveau de détail, encore une fois, assez élevé. Donc, quel était ce lieu-là, avec qui il se présentait, comment il s'y déplaçait, à quelle fréquence il y allait, etc. Donc, il y a eu, c'est ça, un peu plus que 1000 personnes participantes, puis 800 environ pour le questionnaire Veritas qui était comme plus précis. Moi, j'ai travaillé sur un tout petit groupe de ces 1000 personnes-là. Donc, pour vous dire un peu où est-ce que je me suis dirigée avec ces données-là,
trouvait intéressant et le groupe trouvait intéressant que je travaille sur le questionnaire Veritas et les lieux d'activité que les personnes ont identifiés sur la carte. Entre autres parce que c'était des données qui n'avaient pas été beaucoup mobilisées puis utilisées jusqu'à présent. Donc, ça me permettait, en fait, ces données-là, d'avoir une description de la mobilité spatiale des personnes répondantes, puis de mettre ça en lien avec toutes sortes d'affaires, dont la desserte en transport collectif et actif, la marchabilité, les préférences, les perceptions, la qualité ou en tout cas l'environnement urbain, puis évidemment des caractéristiques socio-démographiques. Je vais vous faire un petit résumé des concepts clés que j'ai mobilisés. Je vais essayer d'aller rapidement pour qu'on puisse entrer dans mes résultats. Mais grosso modo, j'ai étudié la mobilité, les déplacements et les activités comme étant vraiment mes 3 concepts centraux parce que c'est ceux-là que j'ai utilisés pour m'intéresser aux activités, au mode de vie en fait de mon groupe. Je voulais vraiment inclure le plus de composantes possibles pour être capable c'est ça, de ratisser large puis de faire un portrait de la mobilité spatiale ou des modes de vie de mes personnes répondantes. Donc, je me suis intéressée, entre autres, au champ des possibles, donc à l'offre commerciale, puis à l'offre de services, puis à l'accessibilité par différents réseaux de transport. Je me suis moins intéressée aux aptitudes à se mouvoir, donc, mais quand même aux conditions sociales, puis à l'accès à des vélos ou des voitures pour se déplacer. Puis, il y a quand même une bonne présence là, dans mon travail des lieux fréquentés et des modes de transport. Donc, où est-ce que les gens se rendent au quotidien ou même sur une période d'1 mois, puis par quel mode ils s'y rendent. C'est important, en fait, c'est intéressant de se pencher sur les activités quand on parle de mobilité, entre autres parce que ça lie comme 3 types de décisions que les personnes doivent prendre. Des décisions un peu court terme en référence au choix des activités. Donc, j'ai besoin d'aller à l'épicerie, par exemple. Est-ce que je vais aller à l'épicerie au coin de la rue si elle existe ou est-ce que je vais prendre ma voiture pour aller au Costco, par exemple, un peu plus loin? Puis ça a un impact sur les décisions qui sont plus à moyen terme, donc celles de la localisation résidentielle, donc peut-être en fonction de où se trouve mon travail, où se trouvent mes amis, où se trouvent mes différentes activités, mais je vais choisir de me localiser à un endroit plutôt qu'à un autre. Et au long terme, toutes ces décisions-là d'activité et de localisation ont un impact sur les modes de vie. Donc, c'est comme un peu par ce chemin-là que je suis atterrie sur le concept de mode de vie et sur l'idée de catégoriser en fait certains modes de vie dans mon groupe de personnes répondantes. Donc, les modes de vie, si on s'y intéresse, c'est parce qu'elles représentent l'ensemble des activités et des expériences qui donnent sens à la vie d'une personne. Et le mode de vie est très lié à la qualité de vie parce qu'il en découle, en fait. Donc, de différents modes de vie émergent différentes qualités de vie au pluriel. Donc, de catégoriser des personnes selon des modes de vie distincts, ça permet d'avoir une image, en fait, de comment se déroule son quotidien et l'arbitrage, dans le fond, dans les décisions de quel type d'activité, quelle fréquence, quel mode de transport, etc. Je vais passer un peu plus vite sur ça. C'est ça, je parlais d'arbitrage, mais c'est aussi, on peut parler d'arbitrage dans la décision, c'est ça, de quelle activité fréquenter au quotidien, mais aussi de quelle sélection résidentielle, en fait, quelle localisation résidentielle choisir. Puis il y a essentiellement 3 choses là, qui sont prises en compte lorsqu'une personne décide de où déménager, où se situer. Il y a les préférences en matière de forme urbaine ou d'accessibilité à des activités et des services et à différents moyens de transport. Donc, ça, c'en est 2.
Et il y a aussi le coût du transport et le prix de l'immobilier. Donc, c'est des composantes qui sont prises en compte. Puis moi, j'avais certaines données qui me permettaient de regarder ces informations-là dans mon groupe de répondants. Le suspense a assez duré, mais vous l'avez vu sur le titre, mais j'ai décidé de travailler sur Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour plusieurs raisons. Je cherchais un territoire qui avait un contraste assez important en matière d'accessibilité. Donc, je voulais être capable de différencier l'endroit où résidaient les personnes répondantes selon des critères d'enclavement, par exemple, ou d'accessibilité à certains commerces. Puis dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, il y a vraiment une transition démographique et immobilière qui a lieu en ce moment que je trouve intéressante aussi. Le quartier change beaucoup, puis il y a certaines parties, c'est grand, puis il y a certaines parties qui ressemblent peu à d'autres. Il y a aussi des infrastructures ferroviaires et routières puis des secteurs industriels qui font des séparations assez fermes dans le quartier. Et il y a aussi une variété d'offres de transport. Donc, j'avais un beau petit groupe de 61 personnes répondantes dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, mais qui est en fait l'arrondissement où il y avait le plus de personnes. Et je n'ai pas spécifié, mais Interac à Montréal, c'était l'île de Montréal, mais aussi il y a aussi des répondants dans la communauté métropolitaine, dans le Grand Montréal. Pour regarder un peu où mes personnes habitaient et où se situait leur activité, j'ai divisé l'arrondissement en 6 parties. Donc, je n'ai pas mis d'étiquette, mais vous voyez en haut la partie nord, en bas la partie sud, à gauche la partie ouest et à droite la partie est, donc avec une partie au centre également, qui sont divisées, c'est ça, selon certains critères d'enclavement et d'accessibilité. Donc là, moi, je me retrouvais avec mes 61 personnes qui vivaient dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et j'avais des informations sur leurs activités, leurs déplacements, sur leurs préférences, leurs perceptions et je voulais brasser tout ça pour créer des modes de vie. Donc, ce que j'ai fait, c'est une analyse en composantes principales. Donc, comme j'avais beaucoup de données, puis que l'idée, c'était d'être un peu exploratoire, puis de voir qu'est-ce qui se passait quand on les brassait, puis qu'on essayait d'en faire du sens. J'ai pris les données que j'avais sur les déplacements des personnes, les activités et les modes de transport pour créer des catégories. Donc, mon analyse en composantes principales m'a fait émerger 6 composantes que voici. J'ai dit 6, mais c'est 5 en fait. Donc, une composante d'intensité qui donnait un score en fait selon le nombre de lieux et la fréquence de fréquentation de ces lieux-là. Une composante d'occupation, donc qui rendait compte de l'importance que les études ou le travail jouaient dans la vie des personnes. Une composante de motorisation, donc à quel point la voiture prenait encore une fois une place importante par rapport à l'utilisation du transport collectif, en contraste en fait avec l'utilisation du transport collectif. J'avais une composante de dispersion, donc à quel point est-ce que les activités sont éloignées du lieu de résidence ou décalées par rapport au lieu de résidence, ou au contraire, pas du tout. Et une dernière composante un peu étrange, mais qui est une composante d'activité, de la proportion d'activités utilitaires. Donc, est-ce que les personnes tendent à fréquenter plus des lieux de services, donc épicerie, pharmacie, etc., ou plus des lieux de loisirs, donc parcs, musées, cinéma, restaurants. Donc, mes 61 personnes qui sont en fait, je devrais mentionner, devenues 60 personnes parce qu'il y avait un des répondants qui avait une mobilité complètement farfelue par rapport aux autres que j'ai choisi d'écarter. Donc, mes 60 personnes, dis-je, se sont retrouvées divisées dans
3 familles et 5 donc sous-familles ou groupes, comment on veut les appeler. Je vais pouvoir vous les décrire avec un petit peu plus de détails, mais essentiellement, on a les oisifs. Donc, toujours pas satisfaite du nom de ce groupe. Donc, si jamais il y a quelque chose qui vous vient en tête, n'hésitez pas à faire une suggestion. Qui sont essentiellement des personnes qui travaillent, c'est la famille qui travaille le moins, en fait. Donc, c'est plus de représentation de personnes sans emploi ou retraitées. Il y a les dispersés qui, bon, comme le nom l'indique, ont une mobilité très étendue. Et il y a les locaux qui, au contraire, ont une mobilité qui est plus à plus petite échelle. Et donc, je peux maintenant vous montrer un peu comment ils se divisent sur le territoire. Donc, on voit relativement bien, mais donc, on a les locaux urbains, qui est le plus gros groupe, qui se trouve assez concentré dans la partie ouest de l'arrondissement, qui est la partie où il y a la promenade Ontario, avec les commerces, la ligne verte. Donc, la partie la plus accessible, la moins enclavée, celle qui peut être considérée, par exemple, comme un quartier central de Montréal. C'est pas mal le seul groupe pour lequel je peux avoir comme de manière définitive une observation de où est-ce que les gens qui partagent ce mode de vie-là se situent. Parce que, bon, vous voyez dans la carte de droite que la famille des oisifs, la famille des dispersés, ils se retrouvent un petit peu éparpillés partout dans l'arrondissement. Mais les locaux qui s'appellent les locaux urbains, en fait, qui sont vraiment dans l'ouest, bien là, on peut le voir sans aucun doute là, que les gens qui ont ce mode de vie-là se situent vraiment dans l'ouest de l'arrondissement. Donc, je vais passer assez rapidement, mais j'ai fait des petites illustrations pour montrer, là, c'est ça, pour essayer d'illustrer les modes de vie de manière un peu plus imagée. Donc, ici, on a les deux modes de vie, les deux groupes de la famille des locaux. Donc, à gauche, les locaux urbains et à droite, les locaux utilitaires. Les locaux urbains ont vraiment une mobilité qui est intense et locale, avec des activités variées, puis une mobilité qui est active, vraiment axée sur le vélo. C'est les personnes qui travaillent le plus, c'est aussi les personnes les plus jeunes, qui ont accès généralement à un vélo, mais pas à une voiture, puis qui ont une perception vraiment favorable au vélo, puis au réseau cyclable, qui vivent dans un quartier accessible au vélo, accessible à la marche, dans une partie ouest de l'arrondissement. Donc, c'est ça, c'est le groupe qui est le plus, c'est ça, qui a cette mobilité-là qui est très distinctive. Dans la famille de locaux, j'ai aussi les locaux utilitaires qui sont des personnes qui sont plus âgées, qui sont à la retraite, qui eux aussi ont une mobilité très intense, très locale, mais pour des raisons qui sont probablement différentes. Donc, comme c'est des personnes âgées, elles fréquentent surtout des lieux d'activités utilitaires, donc des activités de service, précisément des épiceries. Elles habitent donc plus dans le centre ou dans l'est de l'arrondissement et se déplacent beaucoup plus en voiture. Donc, les ménages de ce groupe-là, par exemple, ont 2 voitures, donc une voiture par personne. Pour les dispersés, donc, c'est ça, c'est une mobilité très dispersée qui est peu intense, avec une grande proportion d'activités d'occupation. Donc, ce sont des navetteurs essentiellement. J'aurais pu les appeler comme ça aussi. Par exemple, par contre, ils ont quand même une mobilité qui est très active, donc ils se déplacent essentiellement au bureau en vélo pendant l'été. C'est des personnes, c'est eux les personnes les plus jeunes, pardon. C'est le groupe des locaux urbains, c'est les deuxièmes plus jeunes. Donc, ça, c'est les plus jeunes aussi de l'échantillon, du groupe. Il y a des petites dissonances, eux par rapport à leurs préférences et leur mode de vie. Donc, ils ont quand même une préférence pour la voiture, une perception un peu défavorable au vélo, mais c'est quand même le mode de transport qu'ils préfèrent
pour se rendre jusqu'au travail. J'ai ensuite, c'est ça, mes oisifs qui sont distinctifs parce qu'ils ont peu d'activités d'occupation. Il y a les casaniers qui ont une mobilité peu intense et locale. Je me dépêche, j'ai vu. Désolée, j'ai passé trop de temps sur le début. C'est ça, qui ont des préférences pour l'accès aux services de santé. Donc, leur mode de vie, ils se déplacent peu, mais ils se déplacent essentiellement vers les pharmacies, vers les CHSLD, etc. Et on a les oisifs récréatifs, donc qui se déplacent peu, mais qui vont surtout vers des activités de loisirs, essentiellement des parcs et des espaces verts. Et qui ont une mobilité qui est plutôt axée vers la voiture, en fait, donc qui se déplacent vers ces lieux-là en voiture. Je vais quand même me permettre de faire quelques petites perspectives. En fait, il y a une limite à ce que je pouvais observer avec le groupe que j'avais choisi au départ parce qu'il est assez petit, donc il y a des choses que j'aurais voulu observer, que je n'ai pas pu faire parce que il y avait certaines variables qui n'étaient pas significatives quand je faisais mon analyse. Et donc, ce serait intéressant de refaire l'exercice que j'ai fait, l'analyse avec les composantes que j'ai, avec les variables que j'ai choisies puis les composantes qui ont émergé avec soit tout le groupe, donc des 1000 personnes, soit en comparant avec la nouvelle collecte de données ou en contrastant deux arrondissements ou certaines... ou c'est ça, ou plus de quartiers, ou une différence entre Montréal et la banlieue, par exemple. Les locaux urbains, pour moi, c'était vraiment le groupe le plus intéressant, entre autres parce qu'ils avaient une mobilité qui était quand même considérée comme plus durable. Par contre, comme c'est un des groupes les plus jeunes, on peut penser que leur mode de vie va encore tendre à évoluer. Puis, si je vais à la fin, de manière générale, les préférences résidentielles des personnes semblaient concorder avec leur mode de vie, à quelques exceptions près. C'est dur pour moi de dire, évidemment, si c'est le mode de vie qui influence les préférences résidentielles ou le contraire. Mais c'est ça, comme j'avais certains groupes qui étaient plus... c'est ça, qui avaient une mobilité comme plus distinctive, comme les locaux urbains, puis qui étaient plus jeunes, puis qui avaient comme un grand nombre d'activités dans leur bassin, mais je me demande en fait quel mode de vie quel rôle, comment les modes de vie vont influencer dans le fond leur désir peut-être de devenir propriétaire ou de bouger dans l'espace dans les années qui vont venir. Puis le fait que certaines personnes aient des modes de vie qui sont bien en consonance avec l'environnement qui les entoure et des personnes qui, au contraire, ont des modes de vie qui sont un petit peu plus orientés vers la voiture, mais en ville. Quel rôle ça va jouer sur les interventions urbaines aussi que va prendre l'arrondissement ou la ville dans les prochaines années. Que je me rends compte que j'aurais pu continuer à parler vraiment longtemps, mais on peut discuter ensemble pour les 6 minutes, qui restent, si vous souhaitez. Quelques questions? Oui, désolé. J'étais juste curieuse, comme tu parles de données collectées par le groupe Interact. Est-ce que je comprends bien, tu t'intéresses seulement à des gens qui ont un potentiel d'avoir une capacité à choisir là où ils vont vivre? Bien, je n'ai pas fait la distinction. Dans le fond, moi, je suis vraiment partie de la question du territoire pour choisir les personnes dont j'allais
observer les activités et construire les modes de vie. Donc, c'est ça, à la base, je cherchais vraiment un endroit qui était assez circonscrit pour que je puisse diviser le territoire sans me lancer dans une aventure de qualifier l'environnement bâti, par exemple. Puis, je m'intéressais à l'est de Montréal parce qu'il y a quand même des choses qui bougent là-bas en termes de, c'est ça, d'infrastructures, de transport collectif, puis en termes d'intérêt pour la mobilité, puis pour l'urbanisme de manière générale. Puis après, j'ai choisi le territoire plutôt que de choisir les personnes, en fait, à qui j'allais m'intéresser. Je ne sais pas si ça répondait à ta question. Non, c'est juste que parce qu'on parle de chagrin raisonnable, puis c'est en train de se gentrifier, donc peut-être que cette recherche, ça va un peu avec cette gentrification, mais c'est ça, est-ce que j'essaie juste de regarder les modes de vie. Est-ce que, par exemple, tu avais accès aux informations sociodémographiques des gens? Donc, c'était des gens qui étaient de revenus élevés. Oui, c'est ça, exactement. Bon, j'ai passé un peu ce bout-là, mais effectivement, le groupe était assez petit, puis assez relativement uniforme, dans le sens où c'était effectivement des personnes assez bien nanties, assez éduquées, mais c'est le cas de tout l'échantillon du groupe Interact, en fait, parce que c'est une démarche où les questionnaires sont vraiment longs. C'est beaucoup de questions. Puis en particulier, les personnes qui ont fait l'étape supplémentaire de Veritas avec la carte, etc., ça représentait comme plusieurs heures là, pour une personne de participer à l'enquête. Donc, généralement, comme c'est le cas dans ces situations-là, ben, c'est un profil de personne assez particulière. Donc, par exemple, moi, au début, je pensais pouvoir peut-être m'intéresser à des questions d'inclusion, etc., mais ce n'est pas vraiment réaliste de le faire avec ces données-là. Puis, j'avais aussi l'intention de m'intéresser, par exemple, à la qualité de vie, comme le titre de mon travail l'indique au départ, mais je me rendais compte que c'était très homogène. Les gens sont généralement heureux, ont un regard sur leur qualité de vie qui est positive, puis il n'y avait pas beaucoup de contraste. Puis même chose, il y avait des données par rapport, par exemple, au mode d'occupation des logements, au type de logement, au type de ménage qui se sont avérés comme non significatifs quand j'ai créé mes groupes. Donc, il y avait aussi une petite partie d'information qui était manquante pour peut-être décrire avec plus de profondeur mes différents groupes. Dernière question, parce que là, on est obligé. C'était pas une question, c'était plus un commentaire. C'était dans tes résultats assez clair que la partie la plus à l'est de ton territoire était celle qui accueillait les membres les plus locaux. En lien avec la question des IPEC, ce qu'on peut quand même imaginer, c'est que la rationalité derrière le choix résidentiel ou des modes de déplacement ou des modes de vie, ces trois échelles temporelles que tu as présentées, ne sont pas nécessairement des choix avec la même rationalité qu'on peut imaginer de conservation de notre monde, durabilité, résilience et justice sociale. En fait, souvent, c'est des considérations qui échappent complètement à cela. Et donc, je me dis que ça vaut la peine quand même de garder à l'esprit que finalement, ce ne sont pas nécessairement des choix ou ce ne sont pas nécessairement des choix pour les raisons qui nous semblent, nous, les plus logiques. Il y a d'autres logiques comme tout simplement celle de l'inertie, de ce qu'on connaît, de la peur du changement, dans des contextes où les couples se forment, se déforment, les configurations des ménages aussi varient énormément. Donc, simplement peut-être comme dans la mise en perspective des résultats, ça vaut la peine aussi d'imaginer, d'expliciter ses limites. Oui, puis ce coin-là, là, dans l'Ouest, c'est là qu'il y a plus de diversité, en fait. Donc, c'est là qu'il risque d'avoir des contrastes, des gens qui choisissent, d'autres qui ne choisissent pas. Puis, c'est intéressant de mettre ça en perspective. Oui, effectivement. Puis, moi aussi, je me suis dit
interventions les décideurs ou d'autres acteurs du changement urbain peuvent faire pour essayer de consolider ces modes de vie-là ou leur permettre d'évoluer, en fait, en sachant que c'est ça, encourager des modes de vie qui sont plus à échelle locale, plus axés sur la mobilité active, etc. Parfait. Merci. Merci.